Je ne me présente pas toujours chez les gens en me disant que je suis une femme. Je me présente chez les gens en me disant que je suis une personne. Wow. Ah oui, parce que je dis toujours que intellectuellement, est-ce que Dieu a créé un cerveau différent pour les femmes et pour les hommes? Non, je ne crois pas. Et je suis sûre que si on avait dit à mes professeurs à l'époque que j'allais devenir ce que je suis devenue, ils vous auraient dit non, c'est pas possible. Donc ici, je parle aux gens pour tout simplement dire que c'est vrai que parfois c'est difficile au départ, mais il ne faut jamais abandonner, il faut avancer dans votre direction et vous y arriverez. Je reviens à la notion de famille. Famille ensemble, pas simplement avoir des enfants, mais avoir des enfants avec qui on passe des moments importants, que l'on conduit, que l'on éduque, c'est important. Les femmes viennent avec une nature qui est tout à fait différente de celle de l'homme. D'accord? Et c'est vrai que on peut vouloir être comme un homme, mais on ne le sera pas. Un homme peut vouloir être comme une femme, mais il ne le sera pas non plus. Bienvenue à la table de la quinoise. Aujourd'hui, on a une invitée exceptionnelle, une invitée de marque, une femme que beaucoup admirent, moi la première, Ruth aussi, je crois. Je vous présente Madame Marie-Chantal Kaninda présidente de Glencore, PCA de KCC. Je pense que aussi modèle pour beaucoup de jeunes femmes et jeunes hommes, à vrai dire, hein. Qu'est-ce que ça fait d'être le modèle comme ça de toute une génération? Bonjour à tout le monde, tout d'abord. Non, mais c'est très bien. Mais j'aimerais quand même dire qu'en dehors d'être présidente de Glencore, PCA de KCC, je suis aussi épouse et je suis aussi mère de 2 filles. Donc, je pense que ça aussi, c'est important parce que ça dépeint la personne aussi. Alors, être le modèle, écoutez, je ne l'ai pas fait exprès, mais je trouve que c'est toujours important d'inspirer d'autres. Je pense que c'est aussi important de pouvoir être un modèle. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est qu'être un modèle? C'est tout simplement montrer à d'autres qu'ils peuvent faire aussi comme vous. Je pense que c'est ça, parce que au départ, je suis une personne comme tout le monde. J'ai été jeune, aujourd'hui un peu moins jeune, bien sûr, mais j'ai été jeune, je me suis cherchée, et je ne dis pas que je me suis trouvée, mais je me dis que mon parcours n'est quand même pas si mal que ça. Oui. Alors, je m'introduis. Elle a envie d'écouter beaucoup de choses, hein, parce qu'elle a dit vous l'inspirer. Enfin, vous nous inspirez parce que tout à l'heure, on en parlait avant que nous puissions être là. On se dit, quelle carrière, quelle carrure. Et étant femme, c'est vrai, vous inspirez les femmes, mais je suis sûre que vous inspirez aussi les hommes. Et j'ai envie de savoir comment vous avez grandi. Vous avez grandi dans quel environnement? Écoutez, j'ai eu l'avantage d'être la fille d'un diplomate, d'un ambassadeur. Ça a été une belle opportunité. Enfant d'une famille de 5 enfants. En plein milieu. Oui, donc vous êtes la milieu, voilà, moi je suis vraiment le milieu. Donc j'avais un grand frère qui malheureusement nous a quittés il y a plus de 20 ans maintenant. Donc on commençait par un grand frère et on finissait par un petit frère. Et j'ai une grande sœur et une petite sœur. Donc je suis vraiment le centre. Et je dois dire que ce qui était intéressant, c'est que j'avais une relation très personnelle avec mes 2 frères. Et avec mes sœurs, une relation différente parce que je pense que elles s'entendaient très bien et moi au milieu. Mais moi, j'étais aussi celle qui aimait beaucoup le football depuis très jeune. Donc, j'aimais mieux le football que de passer du temps. Voilà, plutôt que de jouer aux poupées et ce genre de choses. Donc, j'avais une relation quand même assez intéressante avec les hommes, je dois dire. Donc, avec mes frères. Et à l'école, en fait, j'aimais beaucoup être
au fond de la classe avec les garçons, en fait. Oh Mais je n'étais pas une dérangeuse. Voilà, non, je n'étais pas une dérangeuse. J'étais au contraire quelqu'un de très calme, mais j'aimais cette ambiance-là des garçons un peu dérangeurs. Donc voilà un peu comment j'ai grandi. Mais ceci dit, j'avais mes sœurs, je m'entendais très bien avec, surtout ma grande sœur qui n'a qu'une année de plus que moi, donc on était aussi un peu amis d'une certaine. Mais en compétition aussi, peut-être? Non, je vais vous dire pourquoi on n'était pas en compétition. Parce que elle était brillante, ma grande sœur. À l'école, elle était toujours très très bonne à tout, et moi j'étais un peu moins brillante. On a toujours des gens alors dans les classes, on me comparait toujours à elle en me disant oh là là, mais vous ne faites pas aussi bien que votre sœur. Et j'ai toujours une anecdote que j'aime beaucoup, c'est qu'il y avait une dissertation que je devais faire. Et je me suis dit, allez Henriette, tu peux pas m'aider à faire la dissertation. Et finalement, ma sœur a fait la dissertation. Mais c'est assez intéressant parce qu'on avait le même professeur de français. Mais il ne m'a pas mis aussi bien qu'il l'aurait mis. Ah oui, parce que c'était moi. Donc, je me suis dit, oh là, je t'ai eu, hein. Mais bon, je ne vais pas lui dire que c'était pas moi qui l'avais fait, mais bon. Enfin, bref, c'est pour dire que, et ici, pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que tout le monde veut toujours dire qu'il était, très intelligent, il était premier de la classe, Mais c'est ce qu'on raconte aux enfants. Et moi je n'étais pas toujours première, je m'en sortais tant bien que mal, mais ce qu'il y avait, c'est que j'avais toujours la bonne attitude. Ce qui fait que mes professeurs avaient beau ne pas trouver que j'étais la meilleure, mais ils m'appréciaient par rapport à mon attitude. Au respect que j'avais vis-à-vis d'eux. Je n'étais pas dérangeuse, même quand j'étais dans la salle des dérangeurs, dans la partie des dérangeurs. Mais je pense aussi que j'avais des parents qui me soutenaient très fortement, en sachant que peut-être que je n'étais pas la meilleure, mais qu'il fallait toujours me pousser pour y arriver. Et je suis sûre que si on avait dit à mes professeurs à l'époque que j'allais devenir ce que je suis devenue, ils vous auraient dit non, c'est pas possible. Donc ici, je parle aux gens pour tout simplement dire que c'est vrai que parfois c'est difficile au départ, mais il ne faut jamais abandonner. Il faut avancer dans votre direction et vous y arriverez. C'est quoi qui fait la différence finalement? C'est la personnalité. Alors parce qu'au-delà des notes, on a parlé d'attitude. C'est ça en fait qui est déterminant plus que l'école entre guillemets, plus que ce qu'on peut avoir comme parcours scolaire. Écoutez, je pense que oui, il y a de ça, mais il y a aussi l'accompagnement des autres, la confiance qu'on doit avoir en vous aussi. Et je pense que d'avoir la confiance des parents, le soutien des parents est aussi important. Et je vous ai parlé de ma sœur, je vous ai parlé de mes frères, mais on était une famille en fait. Et d'avoir ce soutien-là en famille, à l'école, c'est aussi important. Et pourquoi est-ce que j'en parle? Parce qu'aujourd'hui, je trouve que quand on parle de la RDC, la notion de famille n'est plus très importante. On n'en parle pas assez. Et pourtant, c'est ça qui fait grandir, c'est ça qui donne un équilibre, c'est ça qui fait que l'enfant se sent en confiance malgré certaines insuffisances. Le socle familial est très important. Je sais que ta mère t'a même poussé à continuer les études. Ah oui, parce que je me rappelle qu'à un moment à l'université, je trouvais que c'était très difficile à Liège. Et plusieurs fois, je suis rentrée en me disant en vacances, moi, je ne veux plus, je m'arrête là. Et ma maman était là en me disant, non, tu y vas, cette fois-ci, ça va aller. Et ainsi de suite. Et je pense qu'elle a été vraiment un très, très grand soutien pour moi. Et pour moi, ça, c'est important.
Ah, ça, je me reconnais aussi là, parce que moi, c'est ma mère. Hein. Ma mère, elle m'a poussée à chaque fois. Tu sais, tu dois finir l'école, tu dois finir. Après, elle avait raison. Hein. Ah oui, non, aujourd'hui, parce que j'ai perdu mes 2 parents, hein, déjà. Mais, je me rappelle que, chaque fois que je devais parler, en fait, dans des magazines, dans des interviews, je parlais souvent de ma maman en disant que c'était vraiment elle. Et un jour, mon père m'a dit, oui, mais tu ne parles pas assez Alors, je lui ai dit, je suis une femme mariée, mais je porte ton nom, papa. Donc, c'est pour dire que c'est une reconnaissance vis-à-vis de toi aussi. Donc, je pense que ce sont des petites choses, mais des choses qui sont importantes, en fait. Et la reconnaissance vis-à-vis des personnes qui vous aident à avancer, à devenir ce que vous êtes, je pense que c'est aussi clé et important. On parlera peut-être de ma carrière, mais ça a été une personne qui m'a donné l'opportunité d'entrer dans le secteur minier et je ne l'ai plus quitté depuis maintenant, je crois, presque 28 ou 30 ans. Donc, c'est pour dire que il y a toujours des personnes dans la vie qui nous aident, hein, à aller de l'avant. Et moi, j'appelle ça les opportunités de la vie. Vous savez, il y a des gens qui vous diront, oh, moi, j'ai pas réussi. Ah, moi, je n'ai pas... Mais j'ai envie de leur demander, est-ce que vous avez su saisir les opportunités qui se sont présentées à vous? Et les opportunités ne sont pas toujours waouh, hein. C'est parfois, ce sont des petites opportunités, mais c'est un petit pas qui vous permettra d'en faire un deuxième, un troisième, et puis qui vous emmènera là-haut. Donc, voilà, je me tais, je vous écoute. Non, mais on écoutait d'ailleurs très non, mais parce que c'est intéressant ce que vous dites, en fait. En fait, ce que j'aime, c'est que quand on vous pose une question, vous en rajoutez, en fait, et c'est beau à entendre. Bah, c'est vrai que c'est beau à entendre aujourd'hui. On se dit que vous avez grandi dans un milieu, comme vous l'avez dit, vous êtes au milieu, il faut chercher sa place, il faut s'affirmer. Mais quand j'ai lu votre parcours, vous avez choisi l'économie, mon Dieu. Oui. Oui. Juste entendre le mot économie, on voit les chiffres. Oui, mais en fait, j'ai choisi l'économie, mais j'ai choisi aussi la politique économique, parce que quelque part, j'aimais bien ce côté. En fait, depuis toute jeune, j'aime beaucoup tout ce qui est réussite sociale, en fait. Hein. Mais l'économie, c'est beaucoup de maths, hein. Oui, il y a la partie microéconomique. Oui, parce que pour avoir fait économie aussi, j'étais étonnée par toutes ces formules mathématiques. Oui. Il y a la partie microéconomique que j'aimais pas du tout, et je me suis toujours posé la question, en fait, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas de manière plus simple, plus réaliste, en fait? Et on essaye de vous donner toutes sortes de formules, et vous vous demandez, en fait, quand est-ce que je les utiliserai, en fait? Et il y a ce côté plus pratique chez les anglophones qui vous font apprendre ce dont vous aurez besoin. Et je pense que oui, un côté vraiment pragmatique, pratique, qui fait que la personne comprend tout de suite de quoi est-ce qu'elle est en train de faciliter un peu les choses, hein, de parler. Et je dois aussi dire que le fait de pouvoir d'être une famille et d'avoir un papa ambassadeur qui on se déplaçait toujours en famille dans les différents pays. Donc oui, on était soudés, effectivement. Parce que quand vous passez d'un pays à l'autre, c'est vrai qu'on allait toujours dans des écoles françaises, mais c'est d'un pays à l'autre. Donc, vous arrivez dans une école avec d'autres jeunes personnes, vous devez découvrir. Mais le fait d'être ensemble, ça permettait aussi de mieux vivre cela. Mais alors, quand tu prends économie, est-ce que ça surprend ton entourage ou est-ce qu'on se dit, OK, pourquoi pas? Et dans l'amphithéâtre, est-ce qu'il y a beaucoup d'autres femmes qui font ce choix-là? À l'époque, oui, quand même, hein. Je ne dirais pas que j'étais la seule femme, parce que j'ai fait mon université à Liège. Je n'étais pas la seule femme, mais je trouvais ça quand même assez difficile. Et puis, il y a parfois ce côté aussi où on est étranger. D'accord? Moi, je n'ai pas fait mes études en Belgique. J'ai été un peu partout, mais c'était dans des écoles françaises. Le système belge est quand même différent. C'est vrai. Alors, vous vous retrouvez à l'université. Déjà,
Oui, c'est différent. Les personnes sont différentes. Et vous avez beaucoup de personnes qui ont étudié ensemble dans les mêmes écoles, donc qui se connaissent. Et puis la Belgique est ce qu'elle est, mais vous avez aussi beaucoup de personnes qui viennent du même milieu social. Donc les parents connaissent les professeurs et ainsi de suite. Et vous, et je me rappelle, petite nouvelle. Quoi. Voilà. Ouais. Et je me rappelle qu'il y a même eu un examen que j'ai eu à passer où le professeur m'avait dit que j'avais vraiment fait un très bon examen. Donc, je me disais 16, 18 sur 20. Eh ben non, c'était un 13. Et je me suis... Et tout ça sont parfois des découragements, d'accord? Parce que vous vous dites 13 alors que on m'a dit, et puis bon, on peut facilement tomber dans le côté où le professeur est raciste ou ainsi de suite, mais en se disant ça, vous n'allez pas plus loin, vous n'allez pas plus vite, c'est comme ça que le monde est de toute façon. Il y a parfois certaines discriminations, mais comment est-ce que vous arrivez à surmonter ces discriminations? Donc, pour surmonter ces discriminations-là, c'est qu'il faut y aller. Il faut pas être victimaire. Non, il faut pas. Non. Pauvre de moi. Exactement. Oh oui, c'est encore. Non. Et mon père nous a éduqués comme ça, en fait. Hein. Mon père nous a éduqués. On était des filles, des garçons, mais quand il s'agissait des études, il n'y avait pas filles ou garçons. Bien sûr, il vous soutenait, mais tout le monde devait réussir. Et je pense que c'est cette éducation qui fait que, bon, déjà, je suis très forte, personnellement, en tant que femme. Je ne me présente pas toujours chez les gens en me disant que je suis une femme. Je me présente chez les gens en me disant que je suis une personne. Ah oui. Parce que je dis toujours que intellectuellement, est-ce que Dieu a créé un cerveau différent pour les femmes et pour les hommes? Non, je ne crois pas. Quand on est à l'école, à l'université, nous avons tous les mêmes professeurs, les mêmes cours, les mêmes examens. Alors pourquoi soudainement, quand on quitte l'école et que on entre dans le monde professionnel, on nous parle de genre, on nous parle de et pourquoi est-ce qu'on l'accepterait? Alors, moi, je trouve qu'il y a quand même un management très différent entre les femmes et les hommes. Et j'ai remarqué, quand j'ai commencé, alors avec ma petite expérience, quand j'ai commencé, j'ai remarqué que je voulais singer les hommes sur la façon de manager mes équipes. J'imitais beaucoup mes frères. Et en fait, je me suis rendu compte que ça ne marchait pas parce que j'étais une femme. Et que du coup, il y avait une différence dans la façon de manager. Je voulais pas être une directrice maman, etc. Mais en Afrique, on a ce sentiment-là que la directrice a peut-être un peu un cœur parce que c'est aussi une mère, etc., etc. Sauf que pour moi, le business, c'était le business. Donc, les discours, oui, mais vous êtes comme une mère pour nous. Non, je ne suis pas comme une mère pour vous, je suis la directrice. Et je trouvais qu'il y avait quand même dans l'imaginaire de beaucoup de personnes une différence entre le management homme et femme. Et finalement, je pense qu'il y a effectivement une différence. Moi, je pense. Et ici, je ne parle pas du management, je parlais d'intelligence. Oui. Je parlais tout d'abord d'intelligence. Maintenant, les femmes viennent avec une nature qui est tout à fait différente de celle de l'homme. D'accord? Et c'est vrai que on peut vouloir être comme un homme, mais on ne le sera pas. Un homme peut vouloir être comme une femme, mais il ne le sera pas non plus. Tout d'abord, l'avantage que nous, en tant que femmes, nous avons, c'est de pouvoir être multitask. D'accord? Oui, on l'est par nature, alors que les hommes ne sont pas. C'est très difficile pour un homme de faire 3-4 choses à la fois. Il peut le faire pendant un jour, mais quand vous lui demandez de le faire pendant toute une vie, ça devient un problème. Moi, plusieurs fois, j'ai vu avec mon mari et mes 2 filles qui est un très bon papa. Mais je sais que quand je revenais de mission de service, reprends toutes tes tâches, c'était bon, mais c'était pas facile, alors que en tant que femme, on le fait naturellement. Et je pense que ce côté multitask, on arrive aussi à bien le faire au niveau du travail, même dans notre management. Et c'est vrai que dans mon style de management, moi, je ne pense pas que je cherche à être un homme. Je me rappelle qu'au début de ma carrière,
j'aimais bien être habillée en tailleur, pantalon noir. Et un jour, mon mari m'a demandé, mais pourquoi est-ce que tu t'habilles toujours Alors, je lui disais, bah non, parce que ça permet de passer au milieu des hommes comme... Alors, il me disait, oui, mais toi, tu es une femme et tu ne vas pas changer ça parce que tu es en tailleur noir comme eux et tout. Et je me suis dit que finalement, c'est vrai, pourquoi ne pas porter des couleurs, pourquoi ne pas porter, et ça ne me fait pas perdre mon côté professionnel aussi. Donc, je pense que c'est vrai que parfois, en tant que femme, nous pensons que nous devons être comme des hommes, mais je pense qu'on doit juste être nous-mêmes. C'est vrai aussi que les hommes ne sont pas toujours faciles. Et jusqu'à aujourd'hui, je le dis toujours, le fait d'être femme, parfois il faut dire les choses 2 ou 3 fois pour qu'elles soient bien enregistrées ou exécutées. Parfois, il y a aussi le fait que certains hommes pensent tout simplement qu'ils sont plus intelligents que vous. Tout simplement parce que ils sont hommes. Mais j'ai appris à avoir de la patience derrière tout ça, et parfois de laisser faire et de laisser passer. Mais je pense que quelque part, les choses reviennent très rapidement à leur place. Mais est-ce que ça s'arrête un jour? Parce que moi, j'ai eu aussi ça, où je marquais souvent les hommes me donnaient des conseils non sollicités sur comment je devais gérer mon entreprise, alors que la personne n'a peut-être même pas une entreprise. Je trouvais ça parfois un peu gonflé, parce que je me disais, mais c'est comme si j'avais pas fait d'études, c'est comme si j'avais fait du café par hasard. Non, tu réfléchis, et on réfléchit à moitié, quoi. Oui, c'est ça, et on m'explique comment je pourrais faire ça et ça. Alors, je veux bien des conseils, bien entendu, mais c'était souvent des conseils non sollicités sur, oui, à ta place, moi j'aurais fait ça, je serais déjà loin. Fais-le. À ta place, j'aurais fait ça, je serais déjà loin. Je me suis dit, mais est-ce que ça s'arrête un jour? Non. Ce paternalisme, comme si j'avais besoin forcément de conseils non sollicités. Non, mais je pense que c'est ta réussite qui fera que les gens diront respect, tout simplement. Et je pense que c'est ça, parce que c'est la nature du monde dans lequel on vit, où on parle, le masculin prend le dessus sur le féminin automatiquement. Donc le monde est fait comme cela. Mais moi, je pense que je ne m'arrête pas trop sur ça, parce que pour moi, sinon c'est une perte d'énergie. Oui, c'est une perte d'énergie et une perte de temps. Oui, mais sûrement vous avez connu ces genres de situations plusieurs fois. Où on vous dit, non, vous êtes la femme, attendez, laissez d'abord les hommes parler. C'est les mines, on comprend ça, etc. Tu vois, tu viens d'arriver, t'es une femme, tu connais pas bien les secteurs. Oui, et j'ai eu ça, d'ailleurs, tout au début de ma carrière, où c'est vrai que je travaillais dans un bureau, et je travaillais pour une société qui était dans l'exploration. Donc, beaucoup de choses se faisaient sur site, sur terrain, dans des milieux très compliqués. Et c'est vrai que quand j'écrivais à mes collègues, à l'époque, j'étais pas la responsable, j'avais juste le département administratif en charge. Donc, vous leur écriviez, bon, ils vous répondaient quand ils voulaient bien, et c'était parce que c'était pas facile. Alors, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Parce que c'est là aussi où nous, les femmes, nous devons aussi voir comment faire changer les choses de manière tout à fait subtile et tranquille, sans agresser les autres aussi. Donc, je me suis dit, allez, je vais aller sur terrain, je vais comprendre ce que c'est que l'exploration. À l'époque, c'était le diamant, en fait. Je vais aller comprendre comment est-ce qu'on travaille, en fait. Comment tous mes collègues géologues travaillent pour me permettre aussi de pouvoir mieux les comprendre. Exactement, mieux les comprendre et mieux me faire accepter aussi, parce qu'il faut se faire accepter aussi. Alors, je me rappelle que à l'époque, c'était dans le Kasaï, et c'était entre Kananga et Mbuji-Mayi et Chikapa. Donc, je me suis retrouvée, et dans ce cas précis, je pense que c'était à Chikapa. J'ai été avec mes collègues, donc c'est pas facile, hein, la géologie et l'exploration et tout.
Donc, je me suis retrouvée en train d'aller voir comment, en fait, ils récoltaient le diamant, ils le tamisaient, comment est-ce qu'il fallait entrer dans l'eau avec des bottes, mais de l'eau qui vous arrive jusque-là. Et moi, j'ai horreur d'avoir les pieds mouillés. Je l'ai fait. Il faut bien le faire. Une fois que vous sortez de l'eau, vous avez des montagnes comme ça que vous devez escalader, mais avec un sac. Mais ce qui était intéressant, c'est que mes collègues me montraient ce qu'il fallait faire, mais ils ne m'aidaient pas. Et moi non plus, je ne leur demandais pas de l'aide. Donc je ne voulais pas les perturber non plus. Ok. Et fallait monter, fallait un truc. Et vous, ce qui était intéressant, c'est que vous voyez juste leur regard vers vous, l'air de dire est-ce qu'elle va s'en sortir. Et vous vous dites je dois m'en sortir. Et donc ça, c'était déjà une expérience. Une fois, je me rappellerai parce qu'on restait sous des tentes et les toilettes n'étaient pas. C'était vraiment au milieu de nulle part. Hein. L'exploration, c'est quelque chose. Hein. Et le soir, si vous vouliez aller aux toilettes, il y avait des risques de serpents. Il y avait. Donc oui, c'est tout ça en fait. Alors, mais on vous expliquait que le soir, quand vous vous levez, vous voulez aller aux toilettes, il faut marcher suffisamment fort parce que quand le serpent sent que la terre tremble, il ne va pas s'approcher. Oui. Wow. Donc vous comprenez. Oui, mais vous êtes dans un milieu, il faut apprendre. Donc j'ai fait ça et une nuit on est allé dans un restaurant, oui. Et mais il s'est mis à pleuvoir comme c'était pas permis. Mais qu'est-ce que j'avais oublié de faire? C'était de fermer la petite fenêtre de ma tente. Et là, vous dormiez en fait sous une tente avec un petit matelas, mais à même le sol en fait. Donc on rentre tous, mais chacun va dans sa tente. Et il pleuvait tellement, et j'entre dans ma tente, tout était mouillé. Oh. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous allez appeler qui? Vous allez demander quoi? Vous allez... ce sont des expériences que j'ai vécues, mais qui m'ont fait gagner le respect de mes collègues, en fait. Je suis rentrée à Kinshasa. Je peux vous dire que mes collègues m'écrivaient, m'appelaient dès que j'avais quelque chose. Pourquoi? Parce que j'ai gagné leur expérience. Ouais. Et je pense que c'est souvent ce qu'en tant que femme, nous devons aussi faire. Pas toujours aller dans le combat frontal, mais parfois nous devons aussi voir qu'est-ce que je peux faire pour faire changer la perception. Je dois gagner mon respect envers. Oui, ça parle, hein. Oui. Ça parle beaucoup. Mais alors, moi, j'aimerais même qu'on revienne un peu en arrière parce que tu es à Liège, tu reviens à Kinshasa, mariée. Et, avec une petite fille. Et déjà avec une petite fille. Une fille sur les deux. Voilà. Et, ton mari, comment il voit ça sur ton parcours qui va évoluer après dans les mines? Alors, c'est pas tout de suite dans les mines, hein. Non, au départ, je rentre et je cherchais un travail et finalement, en fait, je voulais travailler pour cette société pétrolière qui malheureusement fermait ses bureaux ou réduisait. Qui était remplacée par une autre société pétrolière. Non, réduisait en fait le personnel, donc on ne pouvait plus mon dossier ne pouvait plus passer, mais la personne qui avait reçu mon dossier m'expliquera qu'il y avait un institut juste en face, un institut de langue, en langue et en informatique, où la personne cherchait un coordonnateur. Bon, imaginez-vous, vous voulez travailler dans cette grande entreprise internationale et on vous dit que non, c'est pas possible, mais... Et je me suis dit, pourquoi pas? De toute façon, mon mari est avocat stagiaire, moi-même aussi, donc allons-y et voilà. Et j'y étais et j'ai commencé à travailler. La dame m'a directement beaucoup appréciée, m'a pris comme coordonnatrice de son institut. Et c'est là que je dis à tout le monde, les opportunités, il faut jamais les refouler. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Hein. À l'époque, l'informatique, vous le faisiez à l'université
mais tout le monde n'avait pas un laptop, tout le monde n'avait pas, c'était quelque chose d'assez abject, je dois dire, et c'était parfois des théories très théoriques en fait. Et donc ça m'a permis en tant que en devenant coordonnatrice de cet institut de pouvoir avoir des cours en informatique particuliers. Ok. Oui, et je pense que c'est aussi ça les opportunités. Et du fait d'avoir appris l'informatique, ensuite j'ai eu la femme d'un ami qui est venue pour suivre des cours en fait. Et elle m'a trouvée très sympathique. Elle en a parlé à son mari qui s'est dit Marie Chantal, je la connais. Effectivement, il se trouvait être un grand frère, donc un ami à mon grand frère. Et quand cet institut, parce que tout ça c'était entre le départ Mobutu, arrivée Kabila père, enfin c'était un peu une période assez compliquée. Et donc l'institut a été fermé. Bon, je n'entrerai pas dans les détails particuliers, ça dans 10 ans peut-être j'en parlerai, mais pas maintenant. Ce qui s'est passé, c'est que ce monsieur, parce que je peux aussi parler de ma foi, je suis chrétienne, et je me rappelle que quand cet institut s'est fermé, j'avais pas de travail, je râlais un peu, et mon père me disait toujours, oui, mais il faut aller chercher, mais papa, c'est pas évident. Et je fais aussi une petite parenthèse parce que parfois, les situations de la vie sont intéressantes. J'avais postulé à la Standard Bank, d'accord, à l'époque, et je pense que j'avais pas fait un trop mauvais test, mais on m'avait demandé ce que j'attendais comme revenu. J'avais dit suffisamment pour me loger, suffisamment pour me nourrir, suffisamment. Et le monsieur avait considéré que j'en demandais un peu trop. Bon. Okay. Mais ce qui est intéressant, c'est que plus de 25 ans après, je suis devenue administrateur à la Standard Bank, et à un moment, je suis même devenue PCA. Comment vous définissez l'humilité dont vous parlez? L'humilité, c'est déjà beaucoup de choses. L'humilité, c'est tout d'abord le respect des autres. L'humilité, c'est de ne pas croire que je suis toujours que la meilleure, en fait, qu'il n'y a que moi qui sais. L'humilité, c'est de pouvoir apprendre des autres aussi. Et l'humilité, c'est aussi de savoir que ce que je suis, c'est par la grâce, en fait. J'aurais pu ne pas avoir cela. Et c'est pas parce que je suis la meilleure que j'ai eu cela. Il y a des gens qui sont 10 fois mieux que moi, mais qui n'ont peut-être pas eu l'opportunité d'avoir le parcours que j'ai eu. Merci à papa qui était diplomate, ou merci à Dieu qui m'a donné assez d'intelligence et d'aptitude pour arriver où je suis aujourd'hui? Je crois que c'est un mélange des deux. Et je dis souvent aux jeunes gens, il faut parler plus qu'une langue dans la vie. D'accord? Il faut toujours chercher à parler plusieurs langues. Pourquoi? Ça va aussi vous aider dans les opportunités que vous avez. En tant que Congolais, on a déjà l'avantage d'apprendre tellement plus de langues dans notre pays. Mais combien de jeunes aujourd'hui parlent plus que le lingala et le français? Pourtant, le swahili est une langue internationale. On devrait peut-être tous... on est tous axés sur le français. Français. Oui. Et d'un point de vue international, aujourd'hui, vous avez des jeunes gens qui parlent le chinois. C'est une très bonne chose, français, chinois. Il y en a qui parlent espagnol, il y en a qui parlent l'anglais. Mais je me dis qu'on doit, en tant que jeune, chercher à aller plus loin. Moi, quand j'étais jeune, on n'avait pas tout ce qu'on avait. TikTok, les réseaux et tout. C'est important, c'est bien. Mais je me dis, choisissez dans tous ces réseaux-là, dans TikTok, ce qui peut vous faire avancer. Exactement. Parce que les gens regardent souvent les réseaux sociaux, mais ne regardent pas ce qui est important. Mais il y a tellement de choses importantes dans les réseaux sociaux
que aujourd'hui vous pouvez même tout apprendre presque dans les réseaux sociaux. Donc ici aujourd'hui, je me dis la jeunesse, elle a encore beaucoup plus d'avantages que nous avons eu quand on était plus jeunes, et il faut en tirer profit. J'ai même parlé avec un chef cuisinier qui me disait, Ruth, aujourd'hui on n'a plus des cours particuliers parce que tu as envie d'apprendre comment on fait les ndunda, tu sais comment on prépare les ndunda. Il y a une vidéo, on te montre quelles sont les épices à utiliser. En fait, du coup, dire aujourd'hui que tu sais pas préparer, non, attends, il y a tout. Mais le téléphone est un outil très puissant, hein. C'est pas juste pour effectivement flâner sur les réseaux sociaux. C'est un outil très puissant pour apprendre et partager. Et nous, on a notre podcast aussi. On espère que beaucoup de gens vont s'enrichir de tout ça. Mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de femmes qui parfois arrêtent leur carrière. Je pense à ma secrétaire. J'avais une super secrétaire, vraiment top de chez top. Elle s'est mariée et 1 mois après, elle m'a dit, Madame, mon mari veut que je reste à la maison. Et je trouvais que elle était tellement douée, je trouvais que c'était dommage. Mais bon, c'est son mariage, ok. Mais je me dis, parfois, il faut aussi bien choisir la personne qui nous accompagne dans notre vie. Parce qu'on a parlé d'entourage, la famille, mais il y a aussi la famille qu'on construit. Le mari qu'on va épouser, la femme qu'on va épouser. Comment ça, c'est important et quel rôle ça a joué sur ton parcours? Bon, déjà, moi, mon mari, je l'ai rencontré à l'université. La première année à l'université. Il vous dira que je suis tombée amoureuse de lui, mais je pense que c'était plutôt l'inverse. Mais je dirais aussi que il y a plusieurs choses. Déjà, il faut choisir un mari à la hauteur de ses ambitions. Déjà, il faut en avoir. Il faut choisir un mari à la hauteur de ses ambitions. Et je pourrais dire ça aux hommes aussi. Il faut choisir une femme à la hauteur de ses ambitions. Oui, c'est très important. Pourquoi? Parce que souvent, très vite, on veut juste se marier. On veut juste être marié. Voilà. Et je pense que c'est plus que ça, la vie. Parce que quand vous choisissez quelqu'un à la hauteur de vos aspirations, de vos ambitions, vous vous accompagnez mutuellement et vous évoluez ensemble mutuellement. Moi, je n'ai jamais eu mon mari qui m'a fait toute une histoire parce que je devais aller en mission de service, et d'ailleurs, je me rappelle qu'un jour, mon père était un peu paniqué en disant à ma mère, mais finalement, Marie-Chantal, elle voyage tout le temps, mais qu'est-ce que Pierre va finir par penser d'une femme qui n'est jamais là? Ma mère lui dit, mais est-ce que Pierre est déjà venu se plaindre chez toi? Non, mais tu sais, mais ça finira par arriver un jour ou quoi. Et donc un jour, moi je n'étais pas là, j'étais en mission. Et mon mari va voir mes parents et tout. Et pendant qu'il est avec eux, et mon père saute vraiment sur l'occasion en disant que voilà, mais Marie-Chantal voyage tout le temps et elle n'est pas souvent là et tout. Et Pierre qui lui répond, mais papa, en fait, on s'est rencontrés à l'université et on savait chacun que on avait certaines ambitions. Donc, ces voyages lui permettent d'évoluer dans son travail. Donc, moi, à mon avis, il n'y a pas vraiment de problème derrière tout ça parce que ça, on le fait ensemble et on se soutient. Alors, mon père, du coup, il s'est senti plus à l'aise en se disant voilà, ma fille ne va pas divorcer parce que son mari. Donc effectivement, il y a souvent cette perception là, mais c'est pour ça qu'il faut aussi choisir l'homme qui vous accompagne ou la femme qui vous accompagne dans votre grand vous aurez Et puis le deuxième conseil, et ça je l'ai dit à mes filles, je le dis à tous les jeunes, c'est de dire aussi que quand vous rencontrez quelqu'un, ne regardez pas seulement l'aspect extérieur et ne regardez pas que le bon côté, les qualités, mais cherchez plutôt quels sont les défauts de la personne. Parce que c'est toujours plus difficile de vivre avec les défauts. Les qualités, tout le monde peut vivre avec les qualités mais les défauts. Parce que l'erreur qu'on se fait, c'est qu'on se dit, je vais changer la personne. Mais vous n'allez pas changer la personne. En général, ça sera peut-être au début, je cache un petit peu, mais chasser le naturel, il reviendra au galop. Et alors, c'est là que ça sera difficile. Et ça, je le dis toujours, parce que quand une dame ou un jeune homme me dit, voilà, j'ai rencontré la personne, je demande toujours quel est le défaut, quels sont les défauts de la personne.
Et vous voyez que parfois les personnes sont un perdues. peu pas perdues, mais je veux pas savoir parce que je vais me marier, oui, mais le mariage c'est pas un jour, c'est pas 2 jours, c'est 10 ans, c'est 20 ans, c'est 30 ans. Et quand on se marie mal et qu'on divorce, c'est beaucoup de problèmes personnels, des problèmes pour les enfants, oui. Alors je me dis, essayons de le faire bien une première fois déjà pour ne pas avoir et c'est pas que le mariage tu es marié, vous êtes peut-être marié, je sais pas, oui, 4 enfants, 10 ans déjà. 10 ans oui, mais vous le savez, ce n'est pas tous les jours facile. Mais ce qui fait que on reste ensemble, c'est que toutes les 2 personnes veulent rester ensemble malgré les problèmes. Et oui, et les 2 personnes regardent dans la même direction. Exactement. Mais quand même, enfin, pas seulement vous, on en parlait, je crois, avec Ticia, je crois, dans d'autres podcasts. Étant femme évoluée, il faut vraiment insister. Il arrive effectivement parfois que vous avez l'impression que c'est comme ça, c'est plat. Et parlons de vous, vous n'êtes pas sur place, vous êtes en voyage, le mari il est ici. Comme Ticia aime le dire, faut séduire son mari tous les jours. Vous le séduisez en distance. Comment ça se passe pour entretenir cet équilibre? C'est pas facile, hein, parce que c'est vrai qu'on vit dans un monde aussi qui n'est pas toujours facile et évident. Mais c'est là aussi que votre mari doit aussi comprendre ce que vous faites. Si chaque fois que vous êtes en voyage, vous devez commencer à être paniqué en vous posant la question, est-ce qu'il a dormi à la maison? Parce que le mari aussi peut se poser des questions en se disant, vous êtes tout le temps parti, qu'est-ce que vous allez faire? Donc c'est vice versa. Et je pense que c'est là où le soutien, l'entente doit faire partie de votre quotidien. Comment ça se passe avec les enfants? Je me demande, quand vous dites que vos enfants pensent quoi quand ils vous regardent? Parce qu'ils disent, ma mère, quand ils seront fiancés, on leur pose la question, ma mère, elle est ça, elle est ça, elle est ça. Ah, mère comme ça, ah ouais. Mais je vais vous dire quelque chose, et c'est vrai que les enfants, parce que j'ai 2 filles, hein. Ah, en plus. Oui, j'ai 2 filles, et dont l'une s'est même mariée il y a quelques mois. Mais ce qui est intéressant, c'est que elle me critique, hein, comme toutes les filles. Maman, elle est toujours comme ceci. Maman, elle est toujours comme cela. Oui, non, ça, je sais. Et la grande me dira même que, maman, quand j'étais petite, mais tu étais sévère. Même tous mes amis avaient peur de toi parce que tu étais sévère. Je lui dis, oui, mais regarde ce que tu es devenu aujourd'hui. D'accord? Et je pense que c'est ça aussi qui est importante. La petite me dira, la petite qui a terminé ses études, qui est revenue aussi, me dira, non, moi c'était différent. Maman n'était pas si sévère avec moi. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, elle était à un autre stade de ma vie où ma carrière évoluait, je devais beaucoup me déplacer. Et donc, elle était beaucoup plus avec son papa. Et je vois la différence parce que on voit la petite cadette qui est plus on voit que papa gérait à la papa, oui, voilà, exactement. Donc c'est juste pour vous dire que c'est pas toujours évident en tant que mère, mais je pense que en règle générale, je crois que je ne m'en suis pas trop mal sortie malgré mon côté professionnel. Mais mes filles, quand vous leur demandez et maman, elles vous diront non, maman c'est maman pour nous. Elles aiment bien ce côté-là où maman c'est maman pour nous. On sait qu'elle fait des choses bien, mais maman c'est maman pour nous. Mais parfois, elles aiment bien quand même montrer que oui, mais c'est quand même notre maman, hein, quand même. Il faut bien maman Marie-Chantal, mais c'est notre maman. On va passer à une partie maintenant de l'émission où je posais mes fire questions. Il va falloir répondre très vite. La première chose qui vient à l'esprit, puis à partir de là, on va voir s'il y a certains sujets qu'on va creuser. Je vais mettre de mon petit téléphone, on parlait d'outils importants. Alors, on est leader ou on le devient? On peut l'être et on peut le devenir aussi. Ok. La qualité qui vous a le plus aidé en tant que femme dirigeante?
Le fait de pouvoir comprendre les autres. Le cliché sur les femmes d'affaires qui vous agace le plus? Oui, les femmes qui doivent être comme des hommes. Être gentil ou être respecté? Être gentil et respecté. Le conseil qu'on vous donne trop souvent et qui est mauvais? Tu es trop douce. Le moment où tu t'es dit, OK, je suis à ma place. Je ne sais pas si je me le suis jamais dit. Je me dis que qu'est-ce que c'est qu'être à sa place? Parce que on veut toujours aller plus loin. Donc, est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je peux aller encore plus loin? Donc, oui, voilà. Yeah. La phrase qu'un leader ne devrait jamais dire. Un leader peut tout dire, même dire mince, j'ai tout raté ici. Et enfin, la réussite a-t-elle un prix? Oui, mais le prix est moins dur à vivre quand on est bien accompagné et soutenu. On va s'arrêter là, j'aime beaucoup. Bien soutenu, bien entretenu. Ah, c'est vrai que quand on tombe, c'est pas tout le monde qui reste avec nous, hein. Oui. Il y a des gens qui viennent encore te dire, tu es tombé, tu vois, tu retombes encore. En parlant de votre carrière, quand est-ce que vous avez vécu ce moment sombre-là? Je sais que votre mari est toujours là. Parce que, en vous entendant parler, vous avez un mari très solide. Ouais. Et vraiment, c'est un conseil pour les filles, hein. Il faut bien choisir. Et quand est-ce que vous êtes tombé et vraiment, vous avez senti que vous étiez au plus bas, mais cette force, cette foi vous a permis de vous relever? À un moment, je travaillais pour une entreprise qui, j'ai pas très bien compris le jeu qui s'est joué, mais on a voulu me déplacer, me faire aller vivre ailleurs, alors que j'avais mon équilibre familial, mes filles qui étaient encore, dont l'une était une adolescente, l'autre était assez petite, et j'ai dû me décider de dire que non, je ne le faisais pas et j'ai quitté l'entreprise, d'accord. Et ça a été un choix. Et à ce moment-là, j'ai quitté cette entreprise et je me suis dit que j'allais constituer ma structure en fait, et que j'allais devenir une consultante en fait. Et j'ai commencé pendant pratiquement 6 mois en fait. Et ça a été une expérience très différente parce que c'était la première fois que je pouvais parler. Je pouvais faire passer mes idées. Parce que quand vous travaillez pour une entreprise, vous ne faites pas passer vos idées. Ouais. Vous exécutez. Voilà, exactement. Et là, c'était la première fois que je me sentais libre de pouvoir m'exprimer. Et ça durait un certain temps, jusqu'au moment où on est venu me dire, il y a quelqu'un qui est venu me dire que voilà, il y a le Conseil mondial du diamant qui recherche un directeur exécutif et j'ai pensé à vous. Et voilà, donc c'est à ce moment-là que je suis retournée encore dans le monde professionnel. Mais c'est vrai que ça a été un moment pour moi difficile parce que j'avais une longue carrière dans toutes ces entreprises internationales et là je me suis dit non, je m'arrête. Et ça a été dur comme décision, mais en même temps ça a été pour moi un moment où j'ai pu m'ouvrir un petit peu à moi-même en fait. Yeah. Alors quand on a fait les Fire Questions, il y avait un moment où on parle de se trouver à sa place. Et que finalement, non, on évolue tout le temps, donc on peut jamais s'arrêter pour dire je suis à ma place, parce qu'on doit toujours évoluer. Quelles sont les ambitions que peut avoir Marie-Chantal Kalinda? Est-ce qu'on parle peut-être de ministre? Enfin, je suis sûre qu'on a dû déjà te proposer des postes de ministre plusieurs fois dans ta carrière. Oui, il y a quelques années. Je veux pas trop rentrer dans le détail, mais il y a quelques années, effectivement, on m'avait proposé de devenir ministre des hydrocarbures. Mais en fait, ça tombait au même moment que je venais de signer un nouveau contrat d'emploi
comme je suis quelqu'un qui tient à ma parole, et en plus de ça, je pensais pas que c'était ce que je devais faire. Et est-ce que j'ai regretté mon choix? Je ne le pense pas. La politique, c'est vraiment pas un monde qui t'attire. Mais je veux dire qu'on fait tous de la politique, parce que qu'est-ce que c'est que la politique en fait? C'est s'occuper des affaires de la société. Et à partir du moment où on a des opinions, on a des idées, des avis, on fait de la politique d'une certaine manière. Donc, est-ce que je dis que ça ne m'intéresse pas? Non, parce que j'en fais. Et puis, je pense que dans le rôle que j'occupe, je côtoie les hommes politiques ou les femmes. Quand je dis homme avec un grand H, vous voyez que c'est encore là qu'on en est. Oui, mais l'avantage que j'ai, je dirais, c'est que étant donné que je ne suis pas dedans, je peux avoir une bonne relation avec les hommes avec un grand H politique. Mais en parlant de résoudre des problèmes, vous êtes très très axé sur l'évolution de la femme. Les femmes doivent aller de l'avant, les 51% des femmes ne font rien, il faut les motiver, tout ça. Et finalement, la fondation. Oui. Alors, ce qui me dérange un peu chez la femme, c'est qu'elle est tellement convaincue d'être femme. Mais ça, c'est la bonne, ça. Oui, elle est tellement dans son rôle de Je suis une femme. De femme que je me dis que après on s'étonne. Oui, après on s'étonne que les hommes nous mettent dans ce rôle-là, en fait. C'est comme si on disait, mais je ne suis pas qu'une femme, mais on n'arrête pas de parler de ça. Bah, oui, tu n'es pas qu'une femme, arrête de parler tout le temps de ça. Je vais vous dire, très, très tôt dans ma carrière, et particulièrement ici au Congo, j'ai arrêté de servir dans une réunion. Servir les hommes. Je veux dire, par exemple, on demande du thé, je me lèverai pour aller prendre du thé. Et, vous savez pourquoi? Parce que vous lui versez le thé, il va vous demander, vous pouvez m'emmener le sucre, vous pouvez m'emmener le lait. Vous comprenez ce que je veux dire. Et ensuite, quand vous êtes assis autour de la table et que vous voulez donner un avis, il vous regarde même l'air de se dire, c'est quoi cette femme qui veut parler? Pourquoi? Parce que vous venez de lui servir. Ça ne se passe pas comme ça dans le monde occidental, parce qu'il ne lie pas le rôle de la femme nécessairement au service, mais dans notre société, c'est encore un peu trop ça. Donc, je pense qu'on doit changer ça. Une autre chose qui me dérange un petit peu, c'est le rôle qu'on veut toujours donner à la femme de devoir toujours plaire à l'homme. Et on a l'impression qu'on fait même grandir nos enfants dans ce sens-là, en fait. La petite fille, on lui explique déjà qu'elle doit apprendre à bien marcher, parce que, et qu'est-ce qu'on apprend à l'homme, en fait? Est-ce qu'on apprend à l'homme à être une bonne personne, à avoir de la considération pour une femme, même si cette femme-là n'est pas votre femme, même si cette femme-là est tout simplement est-ce qu'on apprend tout ça? Et je pense que c'est dans ce sens-là que je dis que nous femmes, on est trop, on veut juste rester dans le côté très femme. On apprend à l'homme qu'il ne faut pas pleurer, il faut être fort. Un homme ne pleure pas, un homme ne fait pas. Alors vous rendez dans la société des personnes qui sont juste très dures en fait. D'accord? Et de l'autre côté, vous avez des personnes qui sont juste malléables parce que on leur a dit qu'il faut toujours plaire à l'homme. Et je pense que c'est sur ça qu'il faut évoluer pour pouvoir avoir une société équilibrée, en fait. Ça me rappelle une histoire où je présentais mon café à un supermarché et je le fais toujours goûter avant. Ah non, je pleure pas, c'est rigolo même. Et je le fais toujours goûter avant. Et quand on est arrivé, le directeur, j'étais avec mon assistant, pensait que l'assistant était le directeur et que moi j'étais l'assistante. Du coup, la réunion commence, il me dit, bon alors, est-ce qu'on va le goûter ce café, madame? Vous pouvez nous servir? Oh là là. Je le sers. Ouais. Et puis, il fait ses observations en regardant mon assistant. Mon assistant comprend qu'il y a quiproquo. Il commence aussi un peu à s'agiter. Je lui mets une main pour lui dire que c'est pas grave.
On continue. Et, avant de partir, je dis bon, je suis contente que vous ayez apprécié le café. Donc, finalement, on s'est pas vraiment présenté. Je m'appelle Tissia Moukouna, je suis la directrice du café. Oh, mais il fallait le dire avant, mais comment? Aujourd'hui, c'est un de nos plus gros clients. Donc, finalement, ça crée la surprise. Et je trouve que même parfois, être femme, on est plus facilement mémorable. On se souvient plus de cette personne qui fait du café, cette femme qui fait du café, qu'un homme qui sera un homme parmi tant d'autres, finalement. Le fait qu'on soit pas nombreuses, on est plus visible, mais on est aussi plus visible pour d'autres qui nous regardent. Exactement. Non, c'est important et c'est vrai que ce préjugé arrive tellement souvent. Et puis imaginez-vous dans un monde comme le mien, être femme et noire aussi. Parfois, c'est même encore un deuxième problème parce que présidente de Glencore, une femme noire. Sérieux. Oui, et j'ai eu ça aussi quand j'étais directeur exécutif au Conseil mondial du diamant aussi. Mais par contre ça a bien joué en ma faveur parce que l'article qui avait été publié pour parler de ma nomination, de mon appointment, de ma désignation comme directeur exécutif du conseil. C'était la première Congolaise directeur exécutif du Diamant. Ouais. Et ça, mon Dieu, ça fait quelque chose parce que c'était la première Congolaise. Donc, je pense que parfois, utilisons, comme tu l'as fait, ce que nous avons en notre faveur, en fait. Plutôt que de vouloir rester toujours, voilà. Et je pense que c'est ça ce que je recommanderais à la femme congolaise. Sans agressivité, sans méchanceté, soyez qui vous êtes. Alors on parle de femmes, mais il y a beaucoup d'hommes aussi qui te prennent en exemple. Mais qui ne le disent pas assez souvent. Parce que souvent quand je regarde dans les réseaux, c'est une femme exceptionnelle dont les autres femmes devraient s'inspirer. Mais parfois je me dis j'ai quand même un rôle que beaucoup d'hommes n'ont pas réussi à avoir aussi. Donc voilà. On a dit la première personne congolaise, mais c'est même pas. Non mais il faut bien qu'on dise une femme et tout. Après moi j'apprends, on continue à apprendre. Hein. Les filles, allons à l'école, n'allons pas à l'école pour papa. Un peu comme on allait à l'église avant. Allez à l'église, on part à l'église parce que papa a dit. On va à l'église. Allons à l'école parce que c'est important. Il faut avoir quelque chose. Quand vous me parlez d'apprendre l'informatique, je me dis, vous avez appris l'informatique ne sachant pas où ça va vous amener. Mais après, Dieu a fait en sorte que tout ce que nous rencontrons sur notre chemin, d'une manière ou d'une autre, ça nous sert et on en apprend. Et ça, franchement, bravo. On regarde les gens de loin, mais quand il ouvre la page des savues, tu te dis, non, mais il n'est pas descendu du ciel. Hein. Ça ne descend du ciel. Il n'y avait que Jésus qui descendait du ciel. Mais c'est vrai aussi, parce que certaines personnes peuvent se dire, non, mais c'était facile pour elle. Elle avait les bons contacts, etc. Mais on voit pas le travail qu'il y a derrière. Des prises de position fortes aussi, parfois. De se dire, non, là, maintenant, c'est ma famille. Des opportunités qu'on sait saisir, qu'on sait voir. Parce qu'il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup de personnes qui ne oula, mon français. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à avoir les opportunités. Moi, j'aime bien dire, quand on parle des femmes ou même des jeunes, au lieu de chercher à vouloir devenir députée ou d'épouser un directeur, soyez directrice, soyez vous-même le patron de votre vie. Et ça, c'est beau, ça. Soyez le patron de votre vie. Ah, je suis contente d'avoir inspiré dans une la phrase. Mais en parlant de douceur, vous êtes quand même trop douce, hein? Peut-être d'apparence. Ça, vous le même les personnes douces qui s'énervent sans hausser la voix, c'est très dangereux. Mon père ne s'énerve jamais. Mais quand il lance un regard, tu sais que si ça arrête ça, là, tu arrêtes ce que tu dois faire. Je suis sûre que les filles, je me rappelle que je me rappelle que j'ai eu, une fois, j'ai été dans une conférence et je devais, faire mon discours. Et à la fin, c'était en Belgique. Et à la fin, cette dame est venue, je sais pas si elle était congolaise, une africaine, est venue me dire, en fait, je suis extrêmement déçue
parce que quand je vous lisais, je pensais que vous étiez une femme qui était. Alors je lui dis non, je suis juste moi et je veux pas être quelqu'un d'autre. Ouais. Et je pense que c'est ce qui tout le monde ne peut pas parler comme tout le monde et je pense que chacun est ce qu'il est et oui, ne devenons pas d'autres. Soyons ce que nous sommes et essayons de bien le faire. C'est ça. Et puis, on n'a pas parlé d'une chose, mais que m'inspire cette anecdote, c'est aussi la jalousie. Oui. On voit parfois que les gens qui luttent contre nous, ce sont des gens, soit qui font même pas le même métier que nous, mais ils luttent contre nous parce qu'en fait, on dérange. Qui se prononcent pas. C'est ça. Et parce qu'on dérange, parfois, c'est des personnes, c'est la jalousie dans la concurrence et la compétition. Et parfois, c'est une jalousie tellement mal placée parce qu'on fait pas la même chose ou le monde est tellement large. Pourquoi ce focus? Je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui ont essayé de mettre des bâtons dans les roues. Oui, bon, ça, je pense que c'est comme dans tous les domaines. Mais ce que je voudrais aussi dire aux jeunes, parce qu'on dit toujours, les jeunes. Mais les jeunes peuvent apprendre aussi, parce que on est jeune, mais on deviendra plus mature et plus vieux un jour. Mais dans la jeunesse, apprenons. Ne sautons pas en se disant que moi, je peux y arriver. Oui, je vais y arriver, mais je peux y arriver progressivement. Ça, c'est de un. De deux, les hommes se soutiennent beaucoup mieux et soutiennent beaucoup mieux les femmes parfois que les femmes entre elles. D'accord. Un homme rentrera, l'autre homme regardera quelle est son intelligence, qu'est-ce qu'il peut m'apporter. Les femmes, on entrera, je regarderai tout d'abord comment sont ses cheveux, comment sont ses ongles, quelles sont ses chaussures, quelles sont. Et je pense que c'est ce côté très matériel en fait qui ne nous fait pas toujours avancer. Et je pense qu'en tant que femme, regardons autre chose. Quand on regarde de l'autre et qu'on essaye de voir en lui ce qu'il y a de positif, c'est tellement mieux que de regarder dans l'autre que ce qu'il y a de négatif en fait. Et je pense que c'est sur ça qu'on doit arrêter. Et malheureusement, le Congolais, en règle générale, regarde toujours en l'autre ce qui ne va pas. Je l'écoute parler. Non. Beaucoup de gens qui m'ont soutenu, surtout des Congolais qui trouvaient que c'était bien de faire de Made in Congo. Mais parfois, je voyais ce que j'appelle les trolls qui allaient dire, par exemple, mais est-ce qu'elle pense qu'elle a inventé le café? Mais enfin, donc je voyais comme ça, c'est marrant de voir. Et la plupart, enfin, tu sais, elle a dit quelque chose de très important. Moi, dans mon domaine, par exemple, tu vois les hommes qui te portent mieux que les femmes. Alors que ce que tu fais, peut-être, c'est beaucoup plus l'avantage des femmes que des hommes. Mais tu vois les hommes qui sont là à te porter, à te proposer des choses. Mais pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu fais pas de conférences? Les femmes, elles sont là, elles te critiquent. Et quand tu regardes, elles te critiquent pour rien. Et c'est ça comme elle a dit, ça qui fait que on n'évolue pas. Il faut passer au-dessus. Et du coup, moi, j'aimerais bien laisser les derniers mots, justement, sur cette résilience, le fait de passer au-dessus et de pas s'arrêter au moindre problème, de se mettre en position de victime, finalement, qui nous décourage. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Mais je pense que dans l'heure qu'on a passé ensemble, j'ai eu à toucher de temps en temps à cela. Mais je reviens sur le fait que la vie n'est pas facile. Déjà quand on est bébé, on est le passage du ventre de la maman à l'extérieur est un combat extraordinaire et les plus faibles parfois ne s'en sortent pas. Donc c'est pour vous dire que quand on vient dans ce monde, le monde c'est un monde difficile. On est dans la concurrence, mais ça doit être une concurrence saine. Je n'ai pas besoin de jouer à c'est quoi, l'araignée là qui te fait tomber et qu'on soit tous par terre. Non, en fait, je te regarde, tu es très bonne, mais qu'est-ce que je peux faire pour devenir meilleure que toi? C'est cette concurrence saine dans laquelle le Congolais devrait pouvoir évoluer et vivre. Ça fera monter notre pays, ça nous permettra de devenir cette grande nation que l'on est, que l'on était et qui malheureusement aujourd'hui on ne voit pas. Jeunesse, oui, mais jeunesse éduquée, polie, jeunesse qui veut vraiment voir le pays changer. Ça, c'était ce que nous on voulait quand on était
on était jeunes, on était fiers d'être Congolais. À l'époque, on était Des Zaïrois, mais on était fiers d'être Zaïrois, on était fiers d'être différents. Et aujourd'hui, le Congolais doit être fier d'être Congolais, fier de vouloir faire les choses différemment, fier de vouloir faire monter, améliorer le pays dans lequel on vit, et que ce soit femmes, hommes. Et n'oublions pas que l'instruction sous toutes ses formes doit faire partie de ce que la jeunesse et l'excellence. Je fais ceci, je dois être le meilleur dans ce que je fais. Et je pense que c'est cette notion qui nous perd un peu aujourd'hui, et l'éducation. L'éducation. Merci, au revoir, excusez-moi, maman, Bonjour, asseyez-vous, bonsoir. papa, asseyez-vous. On a perdu tout cela aujourd'hui. Et c'est pour ça que je reviens à la notion de famille. Famille ensemble, pas simplement avoir des enfants, mais avoir des enfants avec qui on passe des moments importants, que l'on conduit, que l'on éduque, c'est important. Ah, c'est vraiment des très beaux mots de la fin. Je pense que même juste cette réponse-là, ça va être le teaser de toute la vidéo. Parce qu'on a vraiment beaucoup appris. Mais surtout, les Congolais, soyez fiers d'être Congolais. Le fait de se battre, la vie est un combat, mais il faut être bien entouré. Vraiment, merci beaucoup, maman Marie-Chantal. Merci d'être venue. Merci pour l'anecdote. Aujourd'hui, c'est un jour férié. Merci d'être venue malgré tout. C'est avec beaucoup de plaisir. C'est vraiment avec beaucoup de plaisir. On n'a pas vu le temps passer. On n'a pas vu le temps passer. À bientôt. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez d'autres questions. Merci. Ciao, ciao. Merci beaucoup. C'était top, hein? Abonnez-vous sur notre chaîne et activez le cloche pour ne rien rater prochainement. Merci